Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école du quotidien. Au sommaire aujourd'hui, grand oral sur un immense sujet, comment changer l'école. On sera en mode travaux pratiques avec le nouveau collège du Val-Fouret. Ensuite, l'anti-sèche d'Amal Laoui, ou comment l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité, c'est la mort du co-découvreur du VIH. Les programmes, ce sont ceux de SVT, Sciences de la vie et de la Terre. À l'heure de la récré, école buissonnière au sens propre aujourd'hui. Et puis enfin, on poussera à la porte de la librairie de Célie Luton pour 3 conseils de lecture. Tout ceci en compagnie de notre invité, Jérôme Salté. C'est le grand oral, le thème « Changer l'école ». Jérôme Salté, invité du Grand Oral, on est très heureux de l'accueillir, cofondateur du groupe Playback, qui est l'éditeur entre autres des Incollables et de Mon Quotidien. Il a eu un jour une idée folle, inventer le Collège du Futur, collège qui a ouvert ses portes à la rentrée dernière à Mantes-la-Jolie, dans le quartier du Val-Fouret. Il accueille depuis la rentrée dernière 600 élèves, un peu plus de 600 d'ailleurs je crois, auparavant scolarisés dans des établissements différents. Jérôme Salté, bonjour. Bonjour. Comment est née l'idée de créer un collège? Vous n'êtes pas proviseur de lycée, vous n'êtes pas inspecteur général de l'éducation nationale, vous êtes, je l'ai dit, éditeur au départ. Et vous, voir vous inventez des jeux. Oui, au départ, avec mes 2 camarades, François et Gaëtan, avec qui j'ai créé l'entreprise Playback. Gaëtan Burrus, François Dufour. François Dufour, Gaëtan Burrus, absolument, avec qui donc j'ai créé Playback il y a maintenant 35 ans. Au fond, notre idée, c'était d'inventer des produits, des livres, des jeux, des journaux. On est les inventeurs des Incollables ou du journal Mon Quotidien. Mais on a toujours fait ça à l'intérieur d'une idée peut-être plus vaste, qui était de changer l'éducation des jeunes auxquels on s'adressait. Et il y a une vingtaine d'années, on s'est dit ensemble que certes, on créait des produits dont on était assez fiers, mais on ne changeait pas vraiment l'éducation. Et donc, si on voulait passer une étape, faire un pas, eh bien, il fallait qu'on incarne cette idée de changer l'éducation dans un vrai projet. Et donc, on s'est lancé dans une mission à but non lucratif qui est d'aider l'éducation nationale à faire évoluer le système. But non lucratif parce que vous n'avez pas, vous auriez pu, vous êtes des entrepreneurs, créer votre établissement, vous ne l'avez pas fait, vous avez voulu ouvrir un vrai collège. On est dans les Yvelines, on est au Val-Fouret, alors avec la complicité, je crois, du président du conseil départemental, Pierre Bédier, que vous avez connu dans vos jeunes années. Vous êtes toujours très jeune, mais je veux dire un peu avant. Oui, alors en fait, avec la complicité de tout le monde sur le territoire. Parce que l'un des défis, c'était de convaincre le ministère de l'Éducation que le projet de collège sur lequel on a travaillé pendant des années méritait d'exister quelque part, ce qui a été fait. Et le deuxième défi, c'était de trouver un endroit pour le créer vraiment à l'intérieur de l'éducation nationale. Et pour faire ça, en fait, il faut rassembler le département qui construit les collèges et l'académie, l'éducation nationale qui, grosso modo, met des profs à l'intérieur de ce collège. Il vous a donc fallu 83 ans pour y arriver. Non, je plaisante. Ça s'est fait en combien de temps? Non, et en fait, alors l'étincelle de départ dans les Yvelines est arrivée en 2015. Donc c'est vrai que c'est du temps long, mais pas si long que ça. Vous voyez, à la rentrée 7 ans, 2021, sachant que vous avez fait sortir l'établissement de terre au sens propre du terme, c'est pas énorme. Ouais. Voilà. Mais au fond, vous avez raison, finalement, la première vraie innovation, ça a été de faire travailler tout ce beau monde ensemble, dans un pilotage commun, décloisonné. Et ça, je pense qu'on a établi l'idée que c'était comme ça qu'il fallait faire. Un collège pour susciter le désir d'apprendre, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. On va évidemment en parler dans toute l'émission. Si on a 2-3 premières clés à donner, comment on suscite ce désir d'apprendre? Alors d'abord, on est en laïcité, mais il s'agit surtout de le ressusciter. Parce que le désir d'apprendre, il est naturel pour tous les enfants. Absolument. Il n'y a pas un seul enfant qui naît sans le désir d'apprendre. Mais il s'effrite au fur et à mesure qu'on avance dans le parcours scolaire. Et c'est peut-être au collège qu'il est à son plus bas, statistiquement. Et donc, pour autant, il n'y a aucune raison. C'est-à-dire que tous les collégiens devraient aller au collège avec le désir d'apprendre et, j'ajoute, tous les enseignants de collège devraient aller au collège avec le plaisir d'enseigner. Et donc ce collège, ce nouveau collège du Val-Fouret, il se fixe la mission de, en effet, supprimer les routines un peu mortifères, se mettre en pédagogie de projet parce que c'est ça qui suscite beaucoup de désir d'apprendre, justement, donner du sens aux apprentissages, repenser l'évaluation pour éviter qu'elle soit humiliante, mais qu'elle serve vraiment à l'amélioration des apprentissages, etc., etc., etc. On va y revenir évidemment. Juste un tout petit mot, il y a eu des obstacles. Hein. Ça ne se fait pas comme ça, notamment lié à la fermeture de 2 collèges, mais qui était prévu de longue date. Le plus dur, l'obstacle le plus complexe, ça a été le quoi?
Le plus dur, c'est le changement. C'est-à-dire que on a peur du changement, tous. Et donc, les parents ont peur du changement, les enfants ont peur du changement, les enseignants ont peur du changement. Même moi, qui pourtant le porte, c'est vertigineux parfois. Donc, ça allait vaincre les peurs, finalement. Non, oui, mais en fait, je pense qu'il faut s'inscrire dans cette idée du temps long. C'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout imaginer qu'on a une baguette magique, qu'on a un projet génial, qu'on va le mettre... S'inscrire dans le temps long, écouter les gens. Exactement, et leur permettre eux-mêmes de prendre le temps de donner la plénitude au projet. Ce qu'ils font depuis le début du mois de septembre, on en parle avec Jérôme Seltet. Première pause de cette émission, une pause extrêmement habitée, puisqu'on retrouve Amal Laoui pour l'anti-sèche de la quotidienne. Anti-sèche parce qu'on a besoin d'un aide-mémoire pour voir comment l'actualité résonne dans les programmes. Amal, bonjour. Bonjour. L'actualité du jour. Le 8 février dernier, Luc Montagnier, biologiste et virologue français, a décédé à l'âge de 89 ans. Et avant de prendre des positions discutables et discutées d'ailleurs, il avait marqué l'histoire de la science puisque le 20 mai 83, à l'Institut Pasteur, son équipe avait annoncé la découverte du virus du sida. C'était une première mondiale. C'était une première mondiale et c'est l'un des scientifiques les plus connus de sa génération grâce à ses travaux sur le VIH et le sida. Il reçoit donc le prix Nobel de médecine en 2008 avec sa consoeur Françoise Barré-Sinoussi, qui est l'actuelle présidente du SIDAction. Alors ces dernières années, vous l'avez dit, ses prises de position, notamment sa défiance à l'égard du vaccin contre le Covid-19, lui ont valu les critiques de ses pairs. Avant cela, ceci dit, son nom était devenu assez familier des élèves puisque le VIH, il est étudié au programme. Et oui, le VIH est notamment étudié au lycée en classe de première en SVT dans le chapitre sur le fonctionnement du système immunitaire humain, un chapitre que l'on évoque aussi un petit peu au collège. Alors ils vont étudier l'historique de la maladie, sa géographie, ses effets sur le corps, ses soins possibles et l'état de la recherche actuelle, le principe de la thérapie cellulaire, des vaccins thérapeutiques et des vaccins préventifs. Socle de cet apprentissage, la différence entre sida et VIH, le sida, syndrome d'immunodéficience acquise, ouais, j'ai besoin de mon anti-sèche, qui est la maladie elle-même liée au virus, le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH. C'est ça, le VIH. J'ai bien révisé aujourd'hui. Vous avez très bien révisé. Vous me coincez à chaque fois. Le VIH pénètre dans certains lymphocytes, ce qui entraîne leur destruction. Et quand la quantité de lymphocytes devient trop faible, eh bien, les défenses immunitaires sont inefficaces. Des maladies opportunistes se développent et peuvent donc conduire à la mort. Alors les élèves vont aussi comprendre qu'une personne peut transmettre le virus sans présenter de symptômes de la maladie. Un test de dépistage est donc nécessaire afin de déterminer si la personne a été contaminée par le VIH. L'objectif de ces connaissances scientifiques, c'est pas seulement d'enseigner des choses aux élèves, c'est aussi de former des citoyens et qu'ils adoptent ensuite des comportements responsables vis-à-vis de la santé. Les enjeux éducatifs sont particulièrement importants. Ces études liées au domaine de l'immunologie contribuent fortement à l'éducation de la santé. Elles sont également l'occasion de découvrir l'épidémiologie. Alors l'objectif de ces connaissances, c'est bien sûr le système immunitaire, c'est de développer des comportements responsables en matière de santé. L'étude du fonctionnement du système immunitaire dans sa globalité leur permet de compléter leurs connaissances sur les règles d'hygiène et de déterminer l'intérêt des politiques de prévention, de lutte contre la contamination ou de l'infection. Les élèves prennent donc conscience que les choix individuels peuvent impacter la santé de la population. Donc cet apprentissage a pour but de développer notamment leur sens critique et leur sens des responsabilités individuelles et collectives. Les connaissances scientifiques permettent de différencier ce qui relève d'un fait et d'une argumentation scientifique de ce qui relève d'une opinion ou d'une croyance. Il y a un tas de gens qu'on peut renvoyer à l'école en ce moment, quand on ne parle pas VIH mais Covid. L'enseignement du VIH qui est aussi complété par des journées de prévention, hein, c'est pas seulement une matière qu'on apprend, des journées de prévention, d'information, de sensibilisation à cette épidémie et puis aux autres IST en général, les infections sexuellement transmissibles. Et c'est un enjeu majeur de santé individuelle et publique. L'école a pour mission de contribuer à la politique de lutte nationale contre le sida et les IST. Et depuis 2005, eh bien, il y a un partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et l'association SIDAction pour informer les jeunes tout au long de l'année. Alors grâce aux cours de sciences de la vie et de la terre, sciences médico-sociales, prévention, santé, environnement, mais aussi avec l'éducation à la sexualité inscrite dans le socle commun des
connaissance. Et puis chaque année, alors c'est pas maintenant, c'est le 1er décembre, mais il y a cette journée mondiale de lutte contre le sida qui rappelle que cette épidémie, on en parle peut-être un petit peu moins qu'il y a quelques années, mais elle est toujours d'actualité dans le monde. Toujours d'actualité. La pandémie de Covid-19 a entraîné une baisse des dépistages du VIH de l'ordre de 50 à 60% selon les régions. C'est Françoise Baressine aussi, je vous en parlais tout à l'heure, la co-découvreuse du VIH et présidente du SIDAction qui nous en informe. Il y a 1,7 million de nouvelles contaminations au VIH en 2019 dans le monde. Et le test de dépistage du VIH est gratuit depuis le 1er janvier 2022. On va pour cela dans un laboratoire d'analyse médicale. Amal, merci. Quelque chose, une petite réaction, Jérôme Salté, qui est très frappant dans ce rendez-vous quotidien avec Amal sur l'actualité, c'est qu'ils sont extrêmement bien faits, nos programmes. C'est-à-dire qu'on a des programmes scolaires qui ne sont pas seulement faits pour qu'on apprenne des choses aux élèves, enfants ou adolescents, mais également pour qu'ils se comportent différemment, pour forger des citoyens. On a pourtant l'impression que cette liaison, elle ne se fait pas idéalement. Oui. C'est un des très très gros obstacles finalement au sens des apprentissages, à la compréhension du sens des apprentissages par les enfants. Amal a cité le socle commun, qui est au fond un excellent outil qui en fait montre comment les programmes sont au service de la compréhension du monde par les jeunes, par les enfants. Elle le connaît par cœur, elle le récite tous les matins, le socle commun. J'espère, parce que à vrai dire, rares sont les gens qui le connaissent et c'est vraiment un tort. Et les objectifs du socle commun sont absolument excellents. Et ensuite, si on voit les programmes scolaires comme étant finalement des guides à l'intérieur de cette ambition qui est la compréhension du monde, la compréhension de soi-même d'ailleurs aussi, par le socle commun, eh bien à ce moment-là, on permettra aux enfants de comprendre pourquoi et comment ils apprennent. Pour la saison 2, on baptisera la chronique Socle commun, alors et plus l'anti-sèche. Ok, super, on fait ça. Suite du Grand Oral avec Jérôme Salté dans quelques instants. Un bâtiment en forme de U extrêmement lumineux, conçu par l'agence d'architectes de Rudy Ricciotti, l'architecte star qui a fait notamment le MUSEM à Marseille. Des salles de classe modulables, du numérique partout et un mantra, l'individualisation des parcours. Ça se passe dans le quartier du Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Et l'idée de ce nouveau collège revient à notre invité Jérôme Salté, nouveau collège qui a ouvert en septembre dernier. Il n'y aura pas, aimiez-vous dire, Jérôme Salté, il n'y aura pas 600 élèves, mais 600 fois un élève. Comment on s'y prend concrètement ? Le slogan est beau. Oui, alors on s'y prend d'abord en ayant envie de le faire, c'est-à-dire, mais c'est assez fondamental parce que le 600, c'est une taille normale pour un collège, mais c'est une masse de gens énorme. Moi, j'ai une entreprise où il y a 100 personnes et je trouve déjà que c'est compliqué de faire avancer un groupe de 100 personnes. Donc un groupe de 600... On ne parlait pas ici, on a une équipe, elles sont 3, mais c'est... Oui. Bon. Et par ailleurs, plus d'ailleurs que d'individualisation des parcours, je pense que le sujet, c'est la différenciation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour reconnaître le fait que chacun de ces 600 élèves est différent. Chacun, il est lui-même et il a son parcours, il arrive avec ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas, ce qu'il a mangé le matin, pas mangé, s'il dort, voilà, s'il est seul dans sa chambre ou s'il y a beaucoup d'enfants, si on s'occupe de lui, on ne s'occupe pas de lui. Voilà. Mais concrètement, on fait comment alors ? Alors, je pense que la première clé, c'est de constituer une équipe éducative. Je pense qu'on ne peut absolument pas arriver à une différenciation, chacun dans son coin. Donc il faut que tous les adultes de l'établissement travaillent ensemble avec cette idée qu'il faut accompagner chacun des élèves pour la réussite dans son projet. Chaque mot compte, vous dites tous les adultes, donc c'est pas seulement les enseignants, j'imagine. Non, c'est pas seulement les enseignants. Je pense qu'il y a dans le collège beaucoup de gens qui n'ont pas le métier d'enseignant, mais qui sont absolument cruciaux. Alors le ou la concierge, le personnel de l'équipe de restauration, exactement. En parlant de cantine d'ailleurs, pour ce qu'on appelle la pause méridienne, donc en bon français l'heure du midi, il y a une cafétéria des élèves. Oui, on a en fait pris beaucoup de soin à réfléchir ces temps de restauration. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a deux collèges ont fermé parce qu'ils étaient vétustes et ils devaient fermer. Dans ces deux collèges, il y avait déjà 600 élèves et il y avait une vingtaine de demi-pensionnaires. Et donc, on a vu que c'était un défi. C'est-à-dire 580 rentrés à la maison pour déjeuner. Voilà, absolument, tout à fait. Wow. Et ce qui est un vrai sujet, parce qu'il faut une continuité du temps pédagogique, il faut un sentiment d'appartenance au collège. Enfin, il y a des gros enjeux qui sont derrière
faire ça. Et donc on a fait deux choses. Une première chose, c'est apporter beaucoup de soins à la demi-pension qui a vraiment largement augmenté sa fréquentation. Ça, c'est un succès. Et puis en effet, on a créé un espace assez unique dans un collège qui est la cafétéria, qui est l'idée d'avoir un espace de restauration festif qui soit le lieu des élèves, le lieu des projets. C'est un peu comme les cafés des campus américains, des high school, comme on les voit dans les séries. Oui, c'est ce qu'on espère que ce sera. Hein. Vous l'avez dit, le collège vient d'ouvrir, donc il faut que maintenant tout le monde s'empare des lieux et des espaces, mais il a cette vocation. Pourquoi réinventer aussi la façon d'évaluer les notes? C'est pas bien. Il y a quelques collèges, vous n'êtes pas les premiers à faire ça d'ailleurs. Vous aimez bien dire que finalement des morceaux d'innovation, il y en a beaucoup en France. Simplement, on a du mal à catalyser, à faire tout ça au même endroit, c'est ça? Oui, alors en effet, il y a des morceaux d'innovation un petit peu partout. Rares sont les innovations globales. C'est ça. Alors à l'intérieur de ça, le sujet de l'évaluation est très important parce que l'évaluation est absolument indispensable. On ne peut pas vraiment apprendre et progresser dans ces apprentissages. Si on ne sait pas où on en est. Exactement. Donc il faut une évaluation et il faut une évaluation qui soit rigoureuse et exigeante. Et très souvent en France, on confond ça avec le fait de donner des notes. La note, ça n'est pas la condition de l'exigence. C'est un des morceaux possibles d'une évaluation. Et donc, on n'est pas rentré dans cette réflexion en se disant il faut absolument abolir la note. La note, quand elle est utile, pourquoi pas? Mais la note, comme l'alpha et l'oméga de l'évaluation, non. Un enseignant qui parle anglais avec un élève, c'est grosso modo où se trouve son élève. 15 minutes d'entretien en anglais avec l'élève permettent de savoir et de dire à cet élève, voilà où il faut que tu progresses, voilà où tu n'as pas besoin de progresser. De temps en temps, un exercice de 5 minutes, autocorrigé par l'élève, va permettre de faire beaucoup de progrès et d'avancer. Donc, c'est varier les manières d'évaluer. Il y a une sonnerie, il y a une cloche au collège? Alors, il y a une sonorisation. D'accord, je vais vous faire la sonorisation de la récré, vous allez voir maintenant. Genre, ding dong, c'est l'heure de la récré avec Amal. Merci Amal. En fait, c'est pas vrai, il y a la musique du jingle d'ailleurs, mais je sais pas la chanter. J'ai un petit peu de mal à la chanter quand même. Et à l'heure de la récré, aujourd'hui, on découvre un papa agriculteur qui partage des vidéos du quotidien de ses enfants, des enfants qu'il aide après l'école, c'est ça? C'est ça, mais regardez. Waouh, quelle maîtrise de la part de l'enfant. Ce petit garçon, il maîtrise la traite des vaches et il est prêt à reprendre l'élevage de son papa. Et pour ce petit garçon et pour tous celles et ceux qui veulent faire des métiers proches de la nature, il existe des établissements publics d'enseignement agricole. Et oui, l'enseignement agricole actuel a été structuré, vous savez quand? Elle est sans arrêt comme ça. Elle a un truc avec l'évaluation, Jérôme, il faudrait la prendre au collège. Collège de Mantes-la-Jolie à Malawi. Dans les années 60, et il concerne aujourd'hui plus de 200 000 jeunes en France. Ça représente combien d'établissements? Alors ça représente 807 établissements scolaires, 216 lycées agricoles publics et 591 privés, 137 centres de formation d'apprentis, 19 écoles d'enseignement supérieur agronomique. Alors on peut débuter en classe de 4e jusqu'au diplôme supérieur. Les formations dans l'enseignement agricole sont dispensées dans 2 catégories d'établissements. Dans l'enseignement secondaire et supérieur, donc ça commence avec la 4e, 3e, il y a aussi le BTS. Et ensuite, l'enseignement supérieur long dans les établissements d'enseignement agronomique, vétérinaire et du paysage. Qui est responsable de ces enseignements? C'est pas l'Éducation nationale, c'est pas l'Éducation nationale. Car je sais une ou deux choses tout de même, Madame Laoui. Ce dispositif d'enseignement est sous la responsabilité du ministère de l'Agriculture et il y consacre une très grosse partie de son budget. En 2019, c'était 40% de son budget, soit 1,9 milliard d'euros. Alors en septembre 2019, il y avait près de 210 000 élèves, étudiants et apprentis qui ont fait leur rentrée dans l'établissement agricole, soit environ 138 000 élèves, 35 000 étudiants et 35 000 apprentis. Et tous ne sont pas, comme le petit garçon qu'on voyait dans la vidéo, des enfants d'agriculteurs, je crois. Oui, c'est ça, l'origine socio-professionnelle des élèves est beaucoup plus diversifiée qu'au début de la création de ces établissements. En 1985, il faut savoir que 4 élèves sur 10 étaient des enfants d'agriculteurs ou de salariés agricoles. Et aujourd'hui, c'est seulement 1 élève sur 10. Alors les enfants d'employés et d'ouvriers sont les plus nombreux à fréquenter les établissements de l'enseignement agricole. Ils représentent presque la moitié des effectifs. Filière qui réussit aussi à se féminiser. Eh oui,
les filles représentent aujourd'hui 46% des élèves, étudiants et apprentis de l'enseignement agricole. Elles sont même majoritaires parmi les étudiants des établissements de l'enseignement supérieur agronomique, vétérinaire et de paysage, alors qu'elles représentaient seulement 20% des effectifs. Ça, c'était en 1975. Donc les choses évoluent et se féminisent. Et c'est bien, non ? Mais c'est formidable. Il y a des sorties dans un collège où apprendre dans la nature, apprendre en faisant des choses. C'est compliqué en période de Covid, mais vous aviez prévu ça dans votre pédagogie, je crois, aussi bien pour le plan culturel que la découverte de la nature. Oui, d'une manière générale, la mise en projet est très importante. Et les projets, ça consiste souvent à sortir de son cadre, y compris de son cadre physique, et donc d'aller... alors dans les Yvelines, on trouve tous les cadres, que ce soit les cadres urbains, culturels, agricoles, ruraux, et donc c'est assez facile à faire. En effet, en période hors Covid. Une autre chose sur l'enseignement agricole, c'est qu'on devrait le regarder de beaucoup plus près parce qu'il s'y passe des choses absolument au niveau pédagogique, c'est un laboratoire formidable. Formidable. De même d'ailleurs que les lycées pro, souvent, mais sont des endroits qui sont assez exemplaires en la matière et qui sont trop peu regardés. Et on précise qu'on a parlé enseignement agricole public, mais que le privé est très présent dans l'enseignement agricole également. On reprend notre grand oral avec Jérôme Salté. Il est incollable. Oui. Incollable, il les a inventés, les incollables, il est incollable. 13 000 m², des arbres, de la lumière, un investissement de 31 millions d'euros de la part du département et une pédagogie réinventée. C'est le nouveau collège du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie qui a ouvert en septembre. Son initiateur, je ne sais pas comment dire, inventeur. Alors vous allez me dire que vous avez travaillé avec plein de gens, c'est ce que vous faites depuis le début de l'émission. En tout cas, c'est vous qui avez eu l'idée le premier, qu'il avait apporté et défendu sur les bureaux du ministère et de... Une toute petite seconde, Emmanuel, pour vous dire que j'ai un camarade de lutte depuis le début dans cette recherche pédagogique. André Giordan. C'est André Giordan. Et André Giordan, qui est un magnifique chercheur en sciences de l'éducation, sans lequel je serais allé nulle part. Et qui a publié un très bon et intéressant livre qui, de mémoire, s'appelait Apprendre. Alors, il a exactement. Et ensuite, vous en avez fait ensemble, dont le titre échappe. Apprendre à apprendre. Et ben voilà, c'était la suite, dont je vous recommande vivement la lecture. Jérôme Salté, avant tout, vous êtes un entrepreneur, puisque vous avez créé les Incollables. Comment c'était venu d'ailleurs l'idée des Incollables? C'était pas pour révolutionner l'école quand même. C'était dans un train, racontez pas n'importe quoi. Alors, pas l'idée des Incollables, l'idée du jeu playback qui est né dans un train, où en effet, on cherchait à faire un jeu de questions-réponses dont les réponses, justement, permettraient de progresser sur un plan culturel. Et donc, on a imaginé que le programme du bac était une bonne référence. Et d'ailleurs, le slogan du jeu, c'était « Auriez-vous le bac aujourd'hui ?» Et comme le jeu a très bien fonctionné, il y a 35 ans exactement, il a reçu le prix du meilleur jeu au Salon du Jouet de Paris. On s'est dit comment est-ce qu'on peut le faire évoluer. C'était un gros jeu de questions-réponses, 5000 questions, lourd, cher. Comment est-ce qu'on peut le faire évoluer vers du moins cher, plus facile à utiliser. Et c'est là que vous avez l'idée de ce format que tout le monde connaît. Voilà, exactement, les Incollables. C'est lamelles de papier. L'éventail de questions-réponses. Oui, ce sont des lamelles reliées par une vis en forme d'éventail et qui sont devenues un succès mondial. L'un des 70 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Voilà. J'aime bien, il a son petit côté, voilà. Comment on passe d'éditeur de jeux, de journaux, de livres à bâtisseur de collège? Ça, vous l'avez un petit peu dit, c'est un peu le projet de l'entreprise. Et surtout, quelle est maintenant la prochaine étape? Parce qu'avant le collège, il y a l'école primaire, après il y a le lycée, il y a quand même un continuum éducatif. Oui, l'idée, c'est... au début, c'était de s'adresser aux problèmes du collège, parce que c'est pas là que naissent les difficultés, mais c'est là qu'elles sont les plus durement ressenties par les jeunes. Et puis on s'est dit que si on était capable d'apporter quelque chose de nouveau et d'intéressant au collège, ça pourrait faire tache d'huile sur les autres niveaux. Maintenant, il me semble en effet, c'est toujours cette histoire du temps long, que je trouve que la vraie mission, c'est d'imaginer un projet homogène de la maternelle jusqu'au lycée. Et c'est ça le prochain défi. Et je crois que c'est ça le prochain défi, parce qu'on a besoin de ce temps pour accomplir les promesses de l'éducation. Et grosso modo, les promesses, c'est l'acquisition du socle, c'est l'orientation choisie, sujet absolument crucial, stratégique absolument, et puis c'est cette idée d'obtenir les outils pour pouvoir apprendre toute sa vie. Jérôme Salté, on se retrouve dans quelques instants. Amal, merci beaucoup pour l'Anti-Sèche et la récré. Vous cédez votre place en ce vendredi à Célie Luton. C'est l'heure de la librairie. Et le vendredi, on va dans la librairie avec Célie. Bonjour Emmanuel. Parce que je suis poète, bonjour.
Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien et vous? Jérôme Salté, éditeur. Céline Luton, libraire et chroniqueuse. Très heureux. Il est super content de vous. Moi aussi. 3 conseils de lecture comme tous les vendredis pour les enfants de tous âges. Et cette semaine, des fictions qui abordent des sujets forts et des sujets d'actualité. C'était quoi l'idée? Ou c'est quoi d'ailleurs? Alors, c'est vrai que souvent pour les parents et pour les adultes, c'est dur de répondre aux questions des enfants qui vont parler des guerres ou de l'immigration, du racisme, des attentats. Et je trouve des fois que plutôt qu'un documentaire, c'est très agréable de raconter une histoire qui va en douceur aborder un sujet, répondre aux questions des enfants et enlever une certaine pression pour les parents. On enlève la pression pour les parents des enfants dès l'âge de 3 ans avec ce premier ouvrage, La Valise. Oui, alors je redécouvre cet album qui est sorti en 2019 et qui est une pure merveille. Le dessin et tout est très épuré. Une petite créature arrive. On ne l'identifie pas. On ne sait pas ce qu'il ou elle est. On reconnaît bien un oiseau. Oui, c'est un genre, c'est entre le... Bon, oui. Je vais vous laisser juger. C'est ça. Alors, c'est entre le et le... Et puis ça a un peu l'air d'un... Voilà. On ne le connaît pas, on ne sait pas. Chouette. Il est vert, hein, je le dis pour... Oui, les autres animaux, on les reconnaît, hein, un renard, un oiseau, un lapin. Et quand ils voient cette curieuse créature arriver, ils se disent, mais qui est-il? Qu'est-ce que c'est? Je ne lui fais pas confiance. C'est l'étranger, c'est la figure de l'étranger. Exactement. Donc il y a une distance qui s'installe. Pourtant, ils vont lui poser des questions. Il répond. Qu'est-ce qu'il y a dans ta valise? Une tasse à thé. Et encore, c'est une grande valise. Oui, il y a une cabane, une table, une chaise, n'importe quoi, ça ne tient pas dans une valise. Notre petite créature va être épuisée, il va s'endormir, il va rêver à toutes les épreuves qu'il a endurées avant d'arriver. Pour arriver là. Ici. Oui, évidemment, la méfiance du renard est à son comble. Il faut savoir, qu'est-ce qu'il y a dans cette valise? Ils vont l'ouvrir. Et à l'intérieur, il y a une tasse à thé brisée et une photo sur laquelle on retrouve une cabane, une chaise et une table. Évidemment, la maison. Il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Il y avait tout ça. Exactement. Et quand il se réveille, il n'ose y croire. Allez, on spoil. Oui. Mais c'est très joli. Voilà. Voilà. Et comme il n'y a qu'une tasse ébréchée, la dernière réplique extrêmement mignonne de ce petit personnage et de dire mais on va avoir besoin d'autres tasses puisqu'il invite ses nouveaux amis. Pour des très, c'est émouvant, hein? C'est très beau. La valise, signé Chris Naylor Ballesteros, et c'est pas écrit, donc ça doit être à l'école. C'est à l'école des loisirs. Voilà. Oui. Quand c'est discret, souvent c'est à l'école des loisirs. Kaléidoscope. Oui. Premier choix, dès 3-4 ans. Le deuxième, La vie de château de Clémence Madeleine Perdria et Nathaniel Ashlimi, édité par l'école des loisirs. Ça c'est plus récent, 2021, et c'est dès l'âge de 9 ans. Oui, alors à partir de 9 ans, bien sûr. Au départ, c'était un film produit par France Télévisions. Et ils ont très bien fait d'en faire un très beau roman, tout en douceur, où on aborde plein de thèmes. Violette est en CM1 et elle a perdu ses parents. C'est pas expliqué au départ. Ils sont décédés dans les attentats de Paris et elle est en CM1. On ne peut pas la laisser vivre tout seule. Elle doit aller chez son oncle, Régis. Régis, elle ne l'aime pas, elle ne le connaît pas. Elle ne l'a pas vu depuis une éternité, surtout. Oui, et puis c'est l'inconnu, c'est le deuil. Cette petite fille doit non seulement accepter qu'elle n'a plus ses parents et qu'il faut qu'elle aille vivre chez un inconnu. Peu importe les efforts de Régis, elle ne l'aime pas, il pue, il n'est pas beau, il sent mauvais, rien ne va. Et ça pose vraiment la relation de l'enfant et de l'adulte. On a plusieurs points de vue et c'est absolument adorable. À partir de 9 ans. Bien. Oui. C'est un premier tome. Oui. Je respire. Oui, et c'est également à l'école des loisirs dans la collection neuve, ce qui signale que c'est à lire à partir de l'âge de 9 ans. Et on termine avec Terre promise chez Sarbacane, un roman de Philippe Arnaud. Oui, alors là, c'est vraiment bouleversant. On se retrouve au Kansas. L'esclavage vient d'être aboli. 1870. Exactement. Et nous avons un sudiste confédéré, Jim, qui arrive dans un village, dans une ville qui s'appelle New Hope. Il est... Le Nouvel Espoir. Voilà. J'ai tout compris. Un prénom nom de ville assez atypique. Et il est en quête de vengeance. Il est à la recherche
pas en dire plus pour le moment, attention. Là, c'est vraiment un roman qui est pour les grands. Qui est notre Jim arrive dans une ville où le poste de shérif est occupé par une femme avec gâchette bien facile, et où le patron du bar est un homme afro-américain, Louis. Donc c'est un roman qui... Et il n'aime ni les femmes ni les afro-américains. Ah non, mais rien du tout, rien ne va dans cette ville, il ne compte vraiment pas s'y attarder. Ouh là là, non, je fais mon travail et je m'en vais. Mais nos deux personnages ne vont pas le laisser partir sans lui offrir une bonne leçon. Pourquoi pas faire vaciller un petit peu ses préjugés? On n'est pas dans un western manichéen où Jim, il est méchant, il restera méchant. Non, il y a vraiment aussi une prise de conscience. Ça titille le lecteur. Terre promise, merci beaucoup Célie. Terre promise, un roman chez Sarbacane, on n'a pas dit l'âge, j'imagine ado. Fin de collège, lycée, vraiment. On l'offre aux élèves Et pourquoi pas du collège de Mantes-la-Jolie, c'est pour la bibliothèque, Jérôme. Alors là, je vais immédiatement le leur apporter. Lisez-le d'abord, vous allez voir. En faites une description qui donne vraiment envie. J'espère. Passer par la littérature, mais aussi par la fiction, le cinéma, le théâtre, les représentations, on va dire la culture d'un mot, c'est fondamental aussi au moment du collège. Et ça, vous en faites une dimension importante dans ce nouveau collège. Oui, dans le collège, mais aussi dans le métier d'éditeur. Et je pense que les éditeurs pour la jeunesse ont une responsabilité, un travail à faire pour faire ce que nous on appelle expliquer l'inexplicable, c'est-à-dire tout ce qui est vraiment très difficile, des notions qui ont du mal à passer, raconter des choses horribles comme les attentats, mais on a besoin de les raconter, faire comprendre les choses, les faire ressentir. Eh bien, ça passe parfois par la fiction, parfois par le documentaire, parfois par des journaux, mais c'est aussi notre métier d'éditeur. Merci beaucoup, merci Célie, merci Jérôme Salté, c'est fini pour la quotidienne du jour. Vous restez évidemment sur School TV et si vous voulez tout revoir, vous nous retrouvez en permanence sur Internet.